Bonjour à tous, c'est Dan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de comics. Aujourd'hui je vais vous parler des derniers comics que j'ai lus et on commence avec le nouveau Doggy Bags One Shot Teddy Bear. C'est paru au label 619 chez Ankama et c'est scénarisé par Francesco Giugiaro et dessiné par Jérémy Gasparotto. Doggy Bags c'est vraiment une franchise que j'adore, j'avais même fait une vidéo à ce sujet que je vous conseille d'aller regarder. Le concept c'était que dans chaque numéro on avait 3 histoires qui tournaient autour d'un même thème et qui mélangeaient ultra-violence et humour noir et qui incluaient beaucoup d'éléments de fantastique et d'horreur. Et du coup, Doggy Bags s'était arrêté avec son numéro 13, mais depuis, on a eu quelques spin-offs, notamment les Doggy Bags Présentes, où on a déjà eu 2 numéros, et maintenant Doggy Bags One Shot, dont Teddy Bear est le premier volume. Et donc là, le concept est un peu différent, puisqu'on a un format un peu plus grand, avec un peu plus de pages et une couverture cartonnée, mais surtout, on n'a qu'une seule histoire. Et même si là, ça traite d'un sujet beaucoup plus sérieux, les enfants soldats, on retrouve toujours la patte Doggy Bags. Là, ça raconte l'histoire d'Odrissa, un enfant kidnappé par la troupe d'un seigneur de guerre, puis enrôlé de force. On va le suivre dès ses débuts d'enfant soldat, quand il va commencer sa formation, puis comment il va gagner un peu sa place au sein de la troupe. On va aussi voir comment il gagne son nom de Teddy Bear, puis suivre sa vie sur les champs de bataille. C'est souvent le cas dans les Doggy Bags, la frontière entre fiction et réalité est assez floue, et là ça se ressent encore plus puisque ça parle d'une histoire de manière assez réaliste. On sent vraiment qu'il y a eu un gros travail de recherche pour traiter le sujet de manière juste et détaillée. Ça montre comment les enfants se font le plus souvent kidnapper pour être ensuite enrôlés de force, endoctrinés, manipulés et même drogués. Il y a aussi tout un harcèlement psychologique qui se met en place pour qu'au final les enfants aient envie de s'intégrer à la bande et d'être respectés. C'est pas une lecture facile puisqu'on est vraiment impuissant et on voit Odrissa tomber dans cette vie d'enfant soldat. Et même si c'était possible d'interagir avec les personnages, je sais pas vraiment ce qu'on pourrait leur dire tellement il y a toute une vie fantasmée qui est construite autour de la guerre, comme quoi c'est des guerriers choisis par les dieux, qu'ils ont leur bénédiction et leur protection. Il y a vraiment toute une dimension sectaire qui se met en place avec l'usage de drogue, des discours qui assomment des préceptes et toute une mise en scène. Ils font des grands bûchers, il y a leur leader qui a littéralement une tête de lion sur sa tête. Ils se trouvent des noms de guerriers, ils ont des amulettes et des objets fétiches pour se construire des identités visuelles différentes et se sentir uniques et supérieurs aux gens qui tuent. Et du coup, le comics bascule au moment où Odrissa est rattrapé par sa culpabilité, il va avoir des hallucinations, notamment son ours en peluche qui va lui parler pour l'aider à s'en sortir. Tout au long de l'histoire, on va faire pas mal de rencontres qui vont nous donner une vue d'ensemble de ce qui se passe dans les pays d'Afrique qui sont en guerre, entre les victimes, les survivants traumatisés et surtout la différence énorme qu'il y a entre les enfants soldats et ceux qui ont été relativement épargnés par la guerre. Comme d'habitude dans les Doggy Bags et pour parfaire l'immersion, on a quelques petites pages de dossiers qui sont disséminées dans le comics et qui nous apportent pas mal d'éléments pour comprendre un peu ce qu'on lit, et surtout elles sont bien placées et elles accompagnent le récit. Donc voilà, au final j'ai adoré cette lecture, c'était vraiment super prenant, super haletant, il y avait pas mal d'action aussi. Et puis du coup ça m'a fait m'intéresser à un sujet que je serais pas allé voir de moi-même parce que ça fout quand même grave le seum. Et on continue avec le premier tome de Injection écrit par Warren Ellis et dessiné par Declan Shalvey. Aux États-Unis c'est publié par Image Comics et en France c'est Urban Comics qui se charge d'éditer ça et le 3ème tome vient de sortir. Ça c'était un comics acheté par le petit yaourt sur un coup de tête qui voulait absolument découvrir l'univers indé de Warren Ellis. Et ça fait un moment qu'elle l'a lu, et comme elle savait pas trop me raconter de quoi ça parlait, je me suis dit que j'allais me lancer dedans. Et j'ai trouvé ça super bien, mais super chaud à lire. Alors pour situer un peu, il n'y a plus beaucoup d'innovation technologique, et donc du coup le gouvernement britannique va réunir 5 génies dans le but de trouver un peu l'innovation de demain, et le truc c'est qu'ils vont y arriver, et que ça aura des conséquences. Et du coup l'histoire se passe dans 2 époques, celle où l'équipe commence à créer l'injection et celle où ils vont devoir faire face un peu à tous les effets néfastes que ça engendre. Alors c'est une histoire assez compliquée à suivre parce qu'on avance toujours dans l'action et ça laisse assez peu de place à l'exposition, mais le système de flashback qui nous fait naviguer entre les différentes époques et pas mal de dialogues aussi vont nous permettre de recoller les morceaux du puzzle. On voit bien que Warren Ellis ça peut faire ce que lui il voulait, c'est son histoire avec sa manière de raconter, il y a mis ses codes de narration et des thèmes qui l'inspiraient. Ça se ressent surtout dans certains dialogues qui prennent le contre-pied de ce qu'on peut trouver dans les productions actuelles grand public, que ce soit dans la littérature ou au cinéma. Au niveau des thèmes, c'est de la science-fiction super intéressante avec pas mal de réflexions, il y a des sujets qui sont abordés sous un angle assez nouveau, je pense par exemple au concept de l'intelligence artificielle qui est traité de manière assez peu conventionnelle, et surtout il y a un mélange des genres qui se fait avec principalement la SF et les légendes folkloriques britanniques, mais il y a aussi les 5 personnages principaux qui apportent leurs caractéristiques et leurs thèmes propres, avec par exemple l'espionnage parce qu'il y a un gars du MI6, la magie avec un rebouteux, et puis il y a aussi un côté investigation parce qu'il y a un personnage qui ressemble un peu à un Sherlock Holmes des temps modernes. Et du coup c'est d'ailleurs super sympa à voir quand les personnages interagissent entre eux, même si c'est pas trop exploité dans ce premier tome, mais je pense que ça sera beaucoup plus utilisé dans les tomes suivants. Après c'est assez chaud à comprendre parce qu'il y a pas mal d'organisations différentes qui interviennent, donc il y a toute une hiérarchie qui se met en place, il y a beaucoup de sigles et de termes techniques qui existent ou qui sont inventés pour l'histoire. Au niveau du dessin, il y a des bonnes idées de mise en scène et ça marche super bien avec la couleur d'ailleurs, et notamment tout ce qui touche à ce que l'injection produit. Après, le dessin fait partie intégrante de l'intrigue parce qu'il y a quelques concepts qui sont abordés uniquement par le dessin et qui sont pas les plus simples à comprendre d'ailleurs. Mais sinon, un petit détail qui m'a un peu sorti de l'histoire, c'est la police utilisée pour le lettrage des bulles, j'ai pas bien compris
pourquoi celle-là. C'est la même en VO, hein, mais à chaque fois que je recommençais à lire, moi ça me sortait un peu de l'histoire. En tout cas, j'ai adoré la lecture de ce premier tome, j'ai bien accroché et je commence à comprendre certains trucs, et en plus on arrive à un point où l'histoire est bien en place et du coup j'ai vachement envie de savoir la suite. Et on continue avec le premier tome de la série Coffin Hill qui s'appelle La Malédiction des Coffins. C'est scénarisé par Caitlin Kittredge et dessiné par Inaki Miranda. C'est une série en 3 tomes publiée par Vertigo, la branche indé de DC Comics, et en France on a déjà 2 tomes édités par Urban Comics. Là encore c'est un comics acheté par le petit yaourt sur un coup de tête, ça m'intriguait cette histoire de sorcellerie moderne, et du coup je m'y suis mis aussi. On va suivre l'histoire de F. Coffin qui appartient à une ancienne famille aristocrate et mystérieuse de la petite ville de Coffin Hill en Nouvelle-Angleterre. À la suite d'un rituel de magie noire en pleine forêt, F se réveille dans une mare de sang et constate qu'une de ses amies a disparu tandis que l'autre est complètement traumatisée. En parallèle, on va suivre Eve, mais 10 ans plus tard, qui est devenue policière et qui revient à Coffin Hill, sauf qu'en même temps, il y a une petite fille qui a disparu mystérieusement dans les mêmes conditions que son amie 10 ans plus tôt. Du coup, elle va un peu s'incruster dans l'enquête pour essayer de résoudre le mystère. Donc ça aborde principalement les thèmes de la sorcellerie moderne et de la magie noire. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va en apprendre de plus en plus sur les personnages, il va y avoir pas mal de révélations, et puis on va utiliser progressivement un peu plus la magie. Globalement, le comics arrive à nous garder intéressés tout le long, surtout une fois que l'enquête se met en place. Il y a vraiment une ambiance assez mystérieuse et même parfois oppressante, surtout quand la magie entre en jeu, et ça c'est vraiment renforcé par les dessins. Par contre, j'ai pas trop accroché à ce comics et ça tient principalement en 2 points. Le premier, c'est la narration. Autant pour Injection, c'était chaud à suivre, mais les flashbacks servaient l'intrigue. Autant là, je trouve que c'est découpé assez bizarrement. Il y a des scènes qui auraient mérité d'être placées différemment. Et puis le but des flashbacks, c'est de faire des parallèles entre les différentes intrigues et il y a des moments où on sait pas trop à quoi ça sert. Et pareil, ce sens du rythme un peu bizarre, on le retrouve même dans l'action, où on a parfois l'impression qu'il manque une case pour que ça soit plus fluide. Mon deuxième point négatif, c'est vraiment quelque chose de personnel, et si moi j'ai pas accroché, je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes, c'est tout le traitement young adulte qu'il y a tout au long de l'histoire. Ça se ressent principalement sur la construction des personnages et des éléments qui vont faire avancer l'intrigue. C'est beaucoup basé sur les jeux de confiance, par exemple, personne ne fait confiance à F. Coffin, et elle envoie chier tout le monde, elle plaide jamais son cas, donc du coup, personne ne fait confiance à F. Coffin, et du coup, elle envoie encore plus chier les gens. Il y a aussi beaucoup de quiproquos, et les personnages ne se disent pas tout, et du coup ça crée des tensions qui vont ensuite mener à des scènes qui vont faire avancer le scénario. Et moi, ce genre d'écriture, c'est pas un truc qui m'accroche, ça me rappelle quand je regardais les épisodes de The Flash, ou à chaque fois que je tombe devant un film young adulte. Mais il y a vraiment un truc que j'ai adoré dans ce comics, et c'est son dernier chapitre qui est vraiment différent des autres. Il se passe en 1958 et il est centré sur le personnage de la mère de F. Coffin quand elle était encore une fillette. Il y a vraiment un traitement très Lovecraftien sur ce chapitre, et du coup on va en savoir un peu plus sur les origines magiques de la famille Coffin. Et ça c'est super bien parce que ça renforce la mythologie de la série en plus d'apporter un changement de ton assez appréciable. Vous connaissez sûrement le film Shutter Island de Martin Scorsese sorti en 2010, et bien à la base c'est un bouquin et entre les deux il y a eu un comics dessiné et adapté par Christian Demeter. C'est édité par Casterman dans leur collection Rivage Casterman Noir qui est le résultat de la collaboration entre Rivage Noir et Casterman dans le but de faire des BD et des romans graphiques qui vont prolonger la ligne de romans noirs de Rivage Noir. Du coup c'est un comics que j'ai dans ma bibliothèque depuis super longtemps et j'ai toujours rechigné un peu à le lire parce que j'aimais pas l'odeur qu'il avait. Et oui, la vie c'est ça aussi, c'est des raisons complètement débiles. Donc là on est dans les années 50 à Boston et il y a 2 marshals qui sont envoyés sur l'île de Shutter Island qui abrite un hôpital psychiatrique pour fous criminels extrêmement dangereux. Ils sont envoyés là-bas pour enquêter sur la disparition mystérieuse et plutôt incohérente d'une des détenues, sauf qu'une tempête va se déclencher et ils vont rester bloqués sur l'île. Et assez vite ils vont se rendre compte qu'on ne leur dit pas tout. On est vraiment sur un thriller à base de jeux de pistes, il y a beaucoup d'indices qui sont disséminés au fil de l'histoire, que ça soit au niveau des dialogues, en particulier entre les 2 marshals qui se rencontrent pour la première fois et dont on va voir un peu l'évolution de la relation, que ça soit dans les indices laissés clairement par les pensionnaires ou dans plein de petits détails cachés dans les dessins. L'histoire est vraiment super agréable à suivre et Christian Demeter a réussi à raccourcir le roman en comics sans qu'on ait l'impression qu'il manque d'éléments ou que des révélations soient beaucoup trop faciles. Et surtout ce qui fait vraiment le charme du comics par rapport au film, c'est l'ambiance qui est vraiment beaucoup plus oppressante et beaucoup plus angoissante. C'est surtout lié aux dessins qui sont faits à l'aquarelle avec beaucoup de tons verts et de tons marrons. Ça donne un résultat vraiment glauque et angoissant. Que vous connaissiez déjà l'histoire, que ce soit grâce au livre ou au film, vous pouvez complètement vous plonger dans ce comics, parce que déjà c'est une bonne porte d'entrée, et en plus c'est vraiment une histoire avec laquelle on redécouvre à chaque fois des nouveaux indices. Et en plus cette BD apporte une vision complètement nouvelle et différente de Shutter Island. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me laisser un commentaire si vous avez déjà lu les comics. Vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux et vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Pour tous les comics que j'ai présentés, j'ai aussi fait une chronique plus complète que vous pouvez retrouver sur pugoscope.fr, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, là encore les liens sont dans la description. En attendant, moi je vais aller m'attaquer à Sandman et je vous fais des gros bisous. Alors je vous avais même... Oh putain... commencé à avoir des hallucinations, notamment son ours en plus. Putain, son ours en plus. Ours en peluche, ours en peluche, ours en peluche, ours en peluche.
concepts qui sont abordés uniquement par le dessin. Des personnages et des éléphants. Des éléphants. Qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'elle a toujours pas compris, voilà, disons, voilà. Entre les deux Marshall, un Marshall des Marshalls? Ouais, non.